l'administration pénitentiaire. Ils sont 534 nouveaux agents à recevoir leur diplôme. À la cérémonie officielle, les autorités les ont appelés au respect des obligations de leur profession. Et puis comme chaque mercredi, la rubrique santé est au rendez-vous. Elle traitera immanquablement du virus Ebola, l'épidémie qui prend des proportions inquiétantes en Sierra Leone où des villes touchées sont mises en quarantaine. Le ministre de l'économie, des finances et du plan et la Banque africaine de développement ont donc signé un accord de prêt relatif au projet de réhabilitation de la route Dinguiraye-Nioro et Caraïbes d'un montant de 22 milliards de francs CFA. Le projet va permettre l'amélioration de l'économie de la zone et une réduction du transport sur place. Fatimata Banelba. Bientôt, les désagréments liés à l'état de la route Dinguiraye-Nioro-Caraïbes ne seront plus qu'un mauvais souvenir. Cet accord de prêt de la BAD va sans nul doute faciliter la circulation des personnes et des biens sur le corridor transgambien. La route Dinguiraye-Nioro-Caraïbes, qui est une section de la route nationale numéro 4, représente une liaison économique et stratégique entre le nord et le sud du Sénégal et la Gambie sur la liaison transafricaine Dakar-Lagos. La RN4, donc, constitue aussi, de par sa localisation stratégique au sein du bassin arachidier, un axe important pour la collecte et l'évacuation des produits agricoles vers les grands centres commerciaux. Ce projet d'appui aux infrastructures et services de transport routier s'inscrit dans le cadre du plan d'action prioritaire 2014-2018. Il entre également en droite ligne du PSE. Et la BAD reste l'un des 3 premiers partenaires techniques et financiers de notre pays pour la réalisation du plan Sénégal émergent. Cette adhésion de la BAD au PSE s'est traduite par des engagements financiers nouveaux d'un montant de 400 milliards de francs CFA lors du groupe consultatif pour le Sénégal tenu à Paris au mois de février. Dans cette nouvelle dynamique de mise en œuvre du PSE, la route Dinguiraye-Nioro-Caraïbes sera d'une utilité certaine pour le Sénégal. En effet, cette route longue de 40 km est une section de la route nationale numéro 4 sur le corridor transgambien et représente une liaison économique et stratégique entre le nord et le sud de la Gambie et du Sénégal sur la transafricaine Dakar-Lagos. Le Sénégal entretient avec la BAD une coopération multiforme et diversifiée. De 1972 à nos jours, le montant global des opérations s'élève à plus de 960 milliards de francs CFA. Encourager les États à corriger les lacunes et apporter un programme de développement post-2015, c'est l'objectif du réseau des droits humains au Sénégal. La structure veut mieux préparer le Sénégal justement à une conférence qui va se tenir les 27 et du 27 au 29 août prochain aux Nations Unies. Voici Manfatou Fati. 2015, date butoir pour l'atteinte des objectifs du millénaire, mais le constat est que beaucoup de pays africains enregistrent des manquements sur le plan de l'éducation et de la santé, entre autres. Aujourd'hui, les organisations de la société civile veulent corriger ces lacunes et comptent apporter leur contribution pour l'adoption du programme de développement post-2015. On s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits, mais il reste encore des choses à faire, notamment les difficultés rencontrées par les groupes vulnérables dans beaucoup de pays, les questions d'inégalité, les questions d'environnement, de changement climatique, entre autres les questions de santé et d'éducation. Donc notre apport, ce sera une déclaration, un plan d'action que l'on demandera à être intégré au plan d'action mondial. Toutefois, face à ces manquements, des efforts ont été consentis par le Sénégal pour l'atteinte des objectifs du millénaire. Le Sénégal progresse dans ce sens-là. Il est certain qu'on n'a peut-être pas réussi à réaliser l'ensemble des objectifs, mais quelques-uns certainement des objectifs. Le développement aujourd'hui des établissements scolaires, les réformes qui sont envisagées dans le système éducatif, qu'ils soient de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur, sont des réformes qui justement tendent à accompagner ce processus-là. À l'issue de ces travaux, les membres de la société civile vont adopter un programme d'action portant sur l'élimination de la pauvreté, le développement durable, les droits de l'homme et les changements climatiques. Un atelier sur la ratification de la Convention de Bâle et la Convention de Minamata sur le mercure
À l'initiative de la direction de l'environnement, la rencontre travaille à la mise en œuvre des 2 projets au Sénégal. Aïssatou Dioptal. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de 2 projets financés par le gouvernement suisse, exécutés au niveau international par l'UNUTAR. L'objectif est de préparer le dossier de ratification de la Convention de Minamata sur le mercure, également élaborer un rapport sur les résultats atteints dans la lutte contre le trafic illicite des déchets conformément à la Convention de Bâle. Premièrement, pour la Convention de Bâle, c'est un amendement et nous souhaitons que cet amendement soit ratifié par le Sénégal dans les prochains mois. J'ai l'expérience avec des autres pays africains et normalement, ça fond une période de 4 ou 5 mois que le processus passe de l'ordre technique, une évaluation technique économique, jusqu'au Parlement avec un texte parlementaire, une adoption de convention. La Suisse, principal partenaire du Sénégal dans ces 2 projets, s'est félicitée des efforts consentis pour aller vers la ratification. Ainsi a-t-elle alloué au Sénégal une enveloppe de 10 millions de francs CFA pour la préparation du document. Alors la Suisse suit évidemment de très près ce sujet parce que c'est un de nos thèmes prioritaires de notre politique étrangère. Nous subventionnons aussi certaines actions avec bien sûr d'autres acteurs. Cet amendement, faut-il le souligner, comporte des enjeux pour notre pays. En effet, en interdisant l'entrée de déchets dangereux au Sénégal, il lui permet cependant d'exporter ces déchets vers les pays développés ou tout autre pays en développement disposant d'installations de traitement appropriées. Le gouvernement du Sénégal, par ma voix, exprime sa profonde gratitude au gouvernement suisse pour cet appui. Ce séminaire de 2 jours sonne donc comme le dernier acte vers la ratification de la Convention. Pour rappel, la Convention de Bâle a été adoptée le 29 mars 1989 et est entrée en vigueur en 1992. Elle protège la santé humaine et l'environnement contre les effets nocifs et la gestion des déchets dangereux. La Grande Muraille Verte ouvre ses parcelles reboisées aux populations de la zone sylvopastorale. Les propriétaires de bétail pourront ainsi avoir du fourrage et des aliments en cette période de raréfaction de ces produits. Ibrahim Fall Junior. Ce sont près de 20 000 hectares protégés et reboisés qui sont ouverts aux populations vivant sur le tracé de la Grande Muraille Verte pour leur permettre de prélever du fourrage encore abondant ici pour alimenter le bétail. La disponibilité du fourrage a mis ostensiblement un frein à la transhumance, autrefois facteur de conflit entre les communautés hôtes et les transhumants. Une situation dont se félicitent les propriétaires de bétail. La Grande Muraille Verte nous apporte beaucoup d'avantages. N'eût été ces parcelles protégées, on serait déjà parti en transhumance pour chercher de quoi nourrir notre bétail. Ces réserves fourragères ont pu être constituées grâce au grillage de protection contre la divagation animale, mais aussi et surtout grâce aux pare-feux qui bordent les parcelles et qui permettent d'éviter les feux de brousse fréquents dans la zone. Ici, l'accès et la distribution de la ressource sont planifiés avec les populations locales. On a vu que les populations transhument à chaque instant. Donc dès qu'il n'y a pas de fourrage, les populations transhument. Et maintenant, pour freiner cette transhumance-là, il va falloir au moins retenir le fourrage jusqu'à la période de soudure et permettre aux populations d'aller récolter et de donner à leur bétail au fur et à mesure en attendant que la situation de la pluie se décante. On a vu quand même cette année, alhamdoulilah, ça fait maintenant 2 ans que le programme est mis en place et qu'on a enregistré pratiquement cette année 0 transhumant. L'impact de la Grande Muraille Verte sur ces populations est très positif. Pour ces bénéfices, des corridors sont demandés par les communautés hors du tracé. La carence en iode est un problème majeur dans notre pays. À Dakar, les zones les plus touchées sont Guédiawaye et Pikine. Le projet Iodation universelle du sel a organisé un atelier d'information, d'échange et de sensibilisation sur la question. Souleymane Touré. La carence en iode touche principalement les femmes et les enfants au Sénégal et cela engendre des conséquences néfastes sur la santé. Dans la capitale, les villes les plus concernées sont Guédiawaye et Pikine. L'objectif de cet atelier est d'amener 90% des ménages à consommer du sel iodé. Depuis 2006, le gouvernement du Sénégal, à travers la cellule de lutte contre la malnutrition,
a mis en place un important projet d'iodation universelle du sel, avec comme objectif d'amener 90% justement des ménages à consommer du sel adéquatement iodé. Les acteurs du projet Iodation universelle du sel se disent satisfaits des résultats de la lutte contre la carence en iode. Nous avons effectué 1696 tests au niveau des marchés, au niveau des autres circuits de distribution. Par rapport à ces tests-là, 1677 tests sont positifs et seulement 19 tests sont négatifs, ce qui nous fait un taux de conformité de 98,83%. L'État a la charge de veiller à ce que toutes les activités qui sont menées sur toute l'étendue du territoire puissent se conformer à la législation afin de veiller à une sécurisation des populations. Avec le faible taux de consommation de sel iodé au niveau des ménages, l'État et les initiateurs du projet Iodation comptent accélérer et pérenniser les efforts pour l'iodation universelle au Sénégal. 534 nouveaux agents de la police et de l'administration pénitentiaire ont reçu leur diplôme ce matin. Lors de la cérémonie officielle présidée par le ministre de l'Intérieur, les récipiendaires ont été invités au respect des obligations de leur profession. Mamadou Laminba. L'École nationale de police a fêté sa 40e promotion ce matin. 434 policiers et 100 agents de l'administration pénitentiaire vont ainsi renforcer les dispositifs existants. Objectif : moderniser et renforcer les capacités des forces de sécurité. Instruits pour mieux servir, les récipiendaires se sont engagés à se mettre au service de la loi dans l'honneur. Le ministre de l'Intérieur a saisi l'occasion pour les inviter à servir la nation dans l'équilibre. Je souhaite que vous puissiez saisir la quintessence des enseignements reçus dans ce prestigieux établissement pour en faire bon usage au profit des institutions et des citoyens sénégalais. Les problèmes de sécurité de par le monde deviennent de plus en plus vastes, variés et complexes, d'où la nécessité pour les services de sécurité de se remettre en cause perpétuellement. En effet, dans la société contemporaine, malgré les rapports souvent contraignants, les policiers comme les gardes pénitentiaires sont bien inspirés de pratiquer le dialogue avec les populations sans pour autant se départir de leur autorité ou de leur dignité. En boitant la même trompette, le directeur de l'école de police a rappelé à l'observation rigoureuse de l'orthodoxie de la profession. Les 40e et 29e promotions dont nous célébrons aujourd'hui la cérémonie de sortie appartiennent à deux administrations qui ont la particularité de jouer un rôle incontournable dans le bon fonctionnement de la justice de notre pays. Ainsi, durant toute votre carrière, en tant qu'acteur dans l'une ou l'autre de ces institutions, vous participerez à la réalisation de ces impératifs sous l'autorité duale du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire. Les obligations de réserve, d'intégrité et de probité morale qui exigent des fonctionnaires de police ou de l'administration pénitentiaire, dans ou en dehors de l'exercice de ces fonctions, d'éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de ces fonctions ou à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts du service public. Après un an d'encadrement et d'enseignement de qualité, à travers une formation physique et morale, les nouveaux policiers et agents de l'administration pénitentiaire ont juré d'assurer la sécurité de leurs concitoyens dans le respect des valeurs républicaines. Le projet d'appui à la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes vient d'être lancé à Kaolack. C'est pour contribuer au développement économique du pays en favorisant l'émergence des jeunes et des femmes dans les chaînes de valeur agricoles et de services. Le projet est financé à hauteur de 18 milliards de nos francs par la Banque africaine de développement. Les détails dans cette correspondance de Claire Diop. Créer au moins 15 000 emplois décents et durables en milieu rural et périurbain, voilà le nouveau projet de l'État du Sénégal pour mieux répondre à la forte demande de l'emploi. Le PAPEJ, projet d'appui à la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes, compte contribuer à la résolution de la crise. La stratégie, améliorer les compétences techniques et entrepreneuriales pour stimuler l'auto-emploi. Ainsi, il est prévu la réalisation de 156 fermes agricoles, aquacoles et avicoles intégrées.
Cela va permettre la mise en valeur de 1000 hectares de terre dans cette région. Il est aussi prévu la création de 18 centres d'incubation pour les métiers artisanaux. Nous allons mettre en place un dispositif qui va faciliter l'accès au financement, mais aussi qui va permettre aux femmes et aux jeunes d'accéder à des infrastructures technologiques comme les fermes agricoles et avicoles. Nous allons aussi mettre en place une plateforme de système d'information sur l'emploi qui devrait permettre à temps réel d'informer les autorités et les partenaires sur la demande et l'offre d'emploi au Sénégal. Dans cet ambitieux programme, des régions à haut potentiel agricole comme Kaolack et Fatick sont ciblées. Une quarantaine de fermes y sont prévues pour fixer les jeunes dans leur terroir. Au-delà des fermes qu'on va mettre en place, nous avons une autre approche qui est l'approche par la demande, qui consiste à financer des promoteurs porteurs de projets, jeunes et femmes, que ce soit dans l'agriculture, dans l'élevage, dans l'aquaculture. Nous aurons à financer environ 2500 porteurs de projets, appuyer 2500 porteurs de projets et financer au minimum 1000 porteurs de projets. L'accompagnement, c'est effectivement sur le plan technique, sur le plan financier. Dans ce projet aussi, l'installation de 15 plateformes multifonctionnelles avec des unités de transformation et de conditionnement des produits agricoles et 40 kiosques de commercialisation. 18 milliards de francs CFA de l'État et de la Banque africaine de développement vont être injectés. Le CRD a servi de cadre pour échanger et partager l'information avec tous les acteurs pour une bonne compréhension des objectifs du projet. Nous allons à la Direction générale de la fonction publique et au Centre médico-social de la fonction publique. Les deux structures ont été visitées par le ministre de la fonction publique, de la rationalisation des effectifs et du renouveau du secteur public. Une visite qui a permis à l'autorité de prendre contact avec les agents et de s'imprégner de leurs conditions de travail. Philomène Constance Diagne. Au deuxième étage de l'immeuble Yorolam sont logés quelques services de la direction de la fonction publique. C'est le cas de la direction de la législation et des contentieux. Après quelques échanges avec les agents sur place, c'est au tour des directions de la gestion des carrières, du recrutement et de la division visa et documentation d'accueillir la tutelle. Et selon le constat, nous avons trouvé partout, là où nous sommes passés, des agents très engagés, des agents qui, pour certains, ont intégré la fonction publique depuis les années 77, qui sont encore là. Nous avons également rencontré de jeunes recrues qui viennent d'intégrer la fonction publique pour vous dire que nous avons un département qui a une richesse certaine en ressources humaines. Autre étape non moins importante, le centre médico-social de la fonction publique. Partout où il est passé, le nouveau ministre a discuté avec les agents afin de s'imprégner des conditions de travail, mais également d'exhorter au redoublement d'efforts. Nous allons ouvrir des chantiers et ce sera à eux de porter ces chantiers. Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, a donné les orientations. Il nous appelle à mettre en place une administration plus performante, une administration qui est plus à l'écoute des usagers, mais une administration aussi qui va améliorer la qualité de la gestion de son personnel. Cette visite de prise de contact avec les services dépendants du ministère était nécessaire. Les nombreux chantiers de développement initiés par le Sénégal exigent une administration publique efficace. Le PSE ne déroge pas à la règle. Suite fin de la tournée du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement en Casamance, Kolda et Sédhiou ont accueilli Mansour Faye. Dans ces deux régions, se sont tenus des comités régionaux de développement sur l'eau et l'assainissement. Kolda et Sédhiou présentent en effet un faible taux d'accès à l'eau et l'État prévoit d'y construire des châteaux d'eau et des forages pour mettre fin à cette situation. Abdul Aziz Ban. À Sédhiou, le comité régional de développement a démarré par une projection de film sur la situation de l'hydraulique et de l'assainissement dans la région. Il en ressort que Sédhiou regorge d'énormes potentialités en eau, mais présente une situation qui est assez paradoxale. On relève beaucoup de ressources en eau. En termes de pluviométrie, nous avons quand même des moyennes assez importantes, plus de 1200 mm par an. Nous avons un réseau très dense de cours d'eau. Nous avons des ressources souterraines qui sont très abondantes et de qualité. Peut-être quelque part, on a quelques petites poches où on a des concentrations à faire un peu élevées, mais globalement, la qualité est bonne.
Mais à contrario, nous avons des niveaux d'accès quand même aux services qui sont assez faibles. Figurez-vous qu'on est à 25% de taux d'accès par adduction d'eau. Et nous avons à peu près 44% d'accès par puits. Donc globalement, on est à 69% d'accès global, alors que pour les autres régions du pays, quand même, on dépasse facilement les 80%. Nous sommes en relation dynamique avec l'ensemble des acteurs qui se trouvent autour des secteurs pour qu'ensemble, nous puissions, en tout cas dans la collaboration, régler ces problèmes d'eau. La participation des ASUFOR dans la gestion et dans la collaboration avec l'État. Il est important de souligner ce point. Parce que si les organisations de gestion des forages, en tout cas, ne jouent pas leur rôle, il peut quand même avoir des problèmes à gérer. Et nous avons lancé un appel pour sensibiliser l'ensemble des acteurs qui se trouvent autour de cette question, surtout les ASUFOR, à quand même jouer le rôle pleinement. Le constat est aussi le même à Kolda. La région a un taux d'accès à l'eau assez faible. Des réalisations sont prévues. Les attentes sont nombreuses, nous sommes rassurés. Nous avons déjà, avec le concours de l'État qui est annoncé ici, un programme global de 27 milliards qui concerne l'assainissement, dont les 7 milliards sont déjà acquis, sécurisés. Et déjà aussi le deuxième forage pour la ville de Kolda est prêt, il ne reste que les équipements. Je pense que ça va beaucoup soulager la commune. Le programme d'assainissement va voir le jour parce que c'est extrêmement structurant pour la ville de Kolda qui connaît de sérieux problèmes d'assainissement. L'eau a un coût, l'investissement a un coût. Le fait que les populations effectivement s'orientent vers cela va quand même nous amener les bailleurs à plus investir dans ce domaine. Mais l'État aussi n'a pas quand même arrêté de faire des efforts dans cette dynamique. Puisqu'en perspective, au moins au niveau de la région d'une manière générale, 28 addictions d'eau multi-villages seront mises en œuvre pour améliorer l'accès à l'eau des populations. Et cela est réparti au niveau des 3 départements. Pour l'heure, les autorités s'attellent autour des programmes d'urgence pour régler définitivement cette question du déficit d'eau dans les régions de Sédhiou et Kolda. Sur le chemin du retour, le ministre est passé par le village de Kerouane. Dans la mosquée de la localité, des prières ont été formulées pour un Sénégal de paix. Nous restons dans la zone pour annoncer ces 180 millions de francs CFA. C'est le coût global du projet d'appui aux initiatives de co-développement dans la région de Sédhiou, financé par l'Union européenne et la Direction du développement et de la coopération suisse. Le projet devra permettre à l'Agence régionale de développement de Sédhiou d'orienter les migrants vers les activités de développement. Saliou Sek. Le projet d'appui aux initiatives de co-développement économique local dans la région de Sédhiou entre dans le cadre de la phase 2 de l'initiative conjointe pour la migration et le développement. Il est financé à hauteur de 180 millions de francs CFA par l'Union européenne et la Direction du développement et de la coopération de la Suisse. Son objectif, orienter les migrants vers des activités de développement. Il y a 3 objectifs que nous envisageons véritablement d'atteindre. Le premier, c'est de renforcer l'initiative HOME. Le HOME, c'est le Help Office for Migrants. C'est un bureau d'appui aux migrants que nous avons créé au sein de l'Agence régionale de développement et qui accompagne les migrants dans l'élaboration de projets de développement économique local. Mais également, nous orientons les migrants vers les priorités de développement de la région. L'attente que nous avons également, c'est que ce projet-là ait des impacts structurants, c'est-à-dire des impacts assez importants pour la population de Sédhiou en général, mais surtout pour les principaux bénéficiaires que sont les associations de migrants et les migrants de retour qui sont porteurs de projets de développement économique. Le PAI CODELS devra également renforcer le rôle des collectivités locales de la région de Sédhiou dans l'élaboration de projets de co-développement et cela en étroite collaboration avec les migrants. Nous avons développé une plateforme autour du site web de l'ARD. Cette plateforme permettra d'abord à l'ARD de recenser le nombre de migrants à l'extérieur, en même temps de recenser leurs priorités en termes d'investissement, de voir aussi qu'elles souhaiteraient réaliser en termes de projets. Et l'ARD, comme à son habitude, va les accompagner à élaborer ces projets, mais en relation aussi avec les collectivités locales. Le projet va intervenir dans tous les secteurs de développement et les autorités administratives locales ont affirmé leur adhésion à ce programme. Nous nous félicitons donc de l'avènement de ce projet dénommé PAI CODELS, dans le sens où nous avons la certitude qu'il permettra de mieux accompagner l'action bénéfique des migrants
issus de la région de Sédhiou. Grâce au dynamisme de ces émigrés, des salles de classe ont été construites, des centres de santé ont été érigés. Avec le PAI CODELS, l'Agence régionale de développement pose un jalon pour impulser le développement économique et social de la région de Sédhiou. 0 cas de virus Ebola au Sénégal. Le pays a donc pris toutes les dispositions pour parer à toute éventualité. Ce sont là les assurances du directeur de la prévention. Le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye dresse l'état de la situation dans votre émission hebdomadaire Le Point, extrait de son entretien avec Ousmane Garifaye. Il y a 3 phases essentiellement dans notre plan de riposte. Il y a la phase pré-épidémique, la phase épidémique et la phase post-épidémique. La phase pré-épidémique, ça veut dire que nous ne sommes pas en épidémie et nous sommes à côté d'un pays qui est en épidémie. Et c'est le cas actuellement. Nous sommes donc en période pré-épidémique où il n'y a pas de cas au Sénégal. C'est la Guinée qui a des cas. Le Sénégal, encore une fois, n'a pas de cas avérés de maladie à virus Ebola. Quelles sont les mesures auxquelles les populations devront s'astreindre quand même pour parer à ces éventualités-là? Les populations devront s'astreindre à ce qui a été dit dans tous les spots, notamment peut-être initialement, c'est peut-être éviter le contact avec les animaux sauvages qui ont été incriminés ou bien les consommer. On a parlé de gorilles, de chauves-souris, on a parlé de certains primates, notamment de certains antilopes. Ou des on n'a pas ça à Dakar. Oui, d'accord, j'en arrive. C'était ça, c'était initial. Mais actuellement, le problème qui se pose, c'est la contamination, elle est interhumaine, de personne à personne. Et là, ce qu'il faut faire, c'est que dès qu'on a les signes qui ont été évoqués dans la presse, notamment dans la communication, notamment fièvre avec hémorragie, c'est de pouvoir saisir le poste de santé le plus proche, la structure de santé la plus proche et dans les premières heures. C'est ce qui permettra de sauver... Est-ce que le système de santé dans les villages les plus reculés ou bien dans les hameaux, est-ce que ce système-là est doté de logistique pour préparer... Est-ce que ces médecins-là ont quand même ces combinaisons-là qu'on voit? Ils ont ces combinaisons. Okay. L'ensemble de ces personnels de santé à l'échelle du pays a été formé. Okay. L'ensemble des infirmiers, l'ensemble des médecins et les équipements de protection individuelle ont été mis en place au niveau de l'ensemble des structures de santé. Dans les villages les plus reculés? Dans les villages les plus reculés, pas les villages, mais dans les postes de santé. Émission à suivre après ce journal. Je rappelle que Le Point aborde ce soir la question de l'épidémie du virus Ebola qui sévit dans quelques pays de la sous-région. Justement, dans le cadre de la lutte contre la fièvre hémorragique, la sensibilisation s'accentue au Sénégal. Et puisque prévenir vaut mieux que guérir, le SNEPS est à pied d'œuvre sur toute l'étendue du territoire. Sa caravane a fait halte à Kaolack, ville carrefour et de transit de milliers de voyageurs. Cette caravane vient en complément des actions menées par les personnels locaux. Oumar Diaw. Face à une maladie qui trouble le sommeil du monde et contre laquelle il n'existe aucun remède, la bonne vieille prévention fait encore recette. Sur les routes du Sénégal, la caravane du SNEPS avance. Elle a bivouaqué à Kaolack. Un carrefour national et international qui est à la base de la majeure partie des transits donc au niveau du pays. Donc il est important que les populations soient sensibilisées et même les routiers donc, qui passent par Kaolack. Les marchés de la capitale du Saloum et les gares routières ont reçu la visite des agents du SNEPS. Menus de support audio et de prospectus, ils ont expliqué dans les détails la conduite à tenir pour éviter les maladies en général et la fièvre hémorragique en particulier. Cette caravane a permis aux populations encore de sentir que la vigilance doit être de rigueur et que les mesures de prévention doivent continuer à sévir dans les maisons et que les populations doivent changer de comportement pour que le virus n'ait pas de porte d'entrée pour arriver chez nous au Sénégal. Sur le terrain, au quotidien, les équipes médicales régionales font preuve de pédagogie active. Les recommandations que nous faisons, c'est d'appliquer les mesures de prévention, de se laver les mains, d'éviter donc tout contact avec une personne qui est suspecte d'Ebola. Et encore, donc, comme mesure, c'est de pouvoir signaler aux autorités sanitaires également toute personne suspecte. Le respect des mesures élémentaires d'hygiène peut protéger les populations des maladies. On peut toujours s'en remettre à Dieu, mais chacun a une certaine responsabilité dans ce qui peut lui arriver. Et puis à l'évidence, notre rubrique hebdomadaire sur la santé s'intéresse à la fièvre hémorragique Ebola, un virus dont la propagation inquiète le monde entier. Connaître donc tous les aspects de la maladie permet de limiter les risques d'infection et de transmission. Oumou Baldé. Le nombre de victimes d'Ebola ne cesse de grimper. La menace et l'inquiétude de même.
L'Organisation mondiale de la santé parle d'urgence de santé publique de portée mondiale. Le Nigeria, l'un des nouveaux foyers du virus, a décrété l'état d'urgence. Cet état d'alerte maximale se justifie par le fait que la maladie n'a pas de traitement spécifique. Elle est très contagieuse et très souvent mortelle. Ebola n'est pas le seul virus responsable de ces fièvres hémorragiques. Mais il faut noter que Ebola constitue la pathologie la plus redoutable sur le plan non seulement de la contagiosité mais également sur le plan de la létalité. Donc on peut avoir une létalité de 50 à 90% selon les séries. Ebola se manifeste par une forte fièvre avec des céphalées, des myalgies, c'est-à-dire des douleurs au niveau des muscles, mais également ces symptômes vont s'associer à des douleurs abdominales, une diarrhée sanglante, des vomissements souvent associés à du sang, on parle d'hématémèse. Et également les autres signes hémorragiques, donc c'est l'épistaxis, saignement au niveau du nez, ce sont les gingivorragies au niveau de la bouche. Également, on peut même avoir un écoulement de sang noirâtre au niveau de l'anus, on parle de méléna. Donc il y a plusieurs signes hémorragiques qu'on retrouve. Donc c'est comme son nom l'indique, c'est une fièvre hémorragique. Voilà une idée générale de l'aspect clinique de cette maladie très grave dont l'origine exacte reste à déterminer. Il se pose un problème par rapport à ce qu'on appelle le réservoir naturel. Vous savez que dans certaines maladies, certains virus, bactéries ou parasites, il y a ce qu'on appelle un réservoir naturel. Ça veut dire que c'est un animal qui héberge les germes sans tomber malade. Maintenant, pour ce qui est d'Ebola, on n'a pas encore carrément élucidé par rapport à cela. En tout cas, on sait que les singes, les antilopes, les porcs, tous ces animaux-là, ils font la maladie, mais ils en meurent. Donc ça veut dire que ce n'est pas de réservoir naturel, parce qu'ils contactent la maladie, après ils en meurent. Mais les gens sont en train maintenant de se poser des questions par rapport à la chauve-souris. Il y a ce qu'on appelle des chauves-souris frugivores qu'on retrouve dans les forêts, en tout cas c'est surtout dans les grandes forêts qui se nourrissent de fruits, qui ont été incriminés comme pouvant être un réservoir naturel par rapport au virus Ebola. Même si la connaissance de la maladie reste incertaine, la menace, elle, est réelle, même chez les personnels soignants. Ils ont rarement été confrontés à une telle situation en pratique. Nous avons formé le personnel qui n'avait jamais eu de cours sur Ebola, parce que ce n'est pas une maladie qui est enseignée, puisque c'est une épidémie tellement rare qu'on la met dans le cadre des maladies hémorragiques. Et puis bon, après on n'y pense plus. Donc il fallait recycler, mais surtout former le personnel de santé. Et la formation du personnel de santé au complet, dont le service d'hygiène, pour pouvoir régler les problèmes d'hygiène et d'enterrement au cas où. De quoi mieux outiller les professionnels de la santé, en plus des autres dispositifs mis en place pour parer à toute éventualité. La clinique des maladies infectieuses de l'hôpital de Fann est un élément important de ce dispositif. Pour le moment, on peut dire qu'on est prêt quand même, parce que par rapport à la structure d'isolement, il y avait eu quelques travaux qu'il y avait au niveau de cette structure, mais actuellement on peut dire que les travaux sont finis. Donc ça c'est l'équipement de protection individuelle, donc en tout cas ça couvre tout le corps. En plus des combinaisons, ce qu'on appelle des surbottes, donc ça également on doit le mettre. Donc ce sont des surbottes. Vous verrez que dans d'autres kits, il y a plusieurs types de kits. Dans d'autres combinaisons, on a des bottes carrément. Je ne sais pas si vous voyez les bottes en plastique qu'on met pendant l'hivernage là. Donc ce sont des bottes qu'on peut réutiliser. Mais ça c'est à usage unique et il faut jeter. Vous verrez que dans d'autres pays, ils ont d'autres bottes et autres. Donc ça c'est des surbottes qu'on doit mettre également. En plus de la combinaison. Alors, ça c'est un tablier. Tout ça c'est pour... J'ai dit qu'il n'y a pas de risque zéro, mais il faut toujours tout faire pour diminuer le risque. Donc c'est un tablier qu'on doit, après avoir mis, vous avez vu les techniques, après avoir mis la combinaison, il faudra également mettre le tablier. C'est le tablier qui fait partie du kit, le tablier. Alors en plus de ce tablier, également pour la protection du visage, nous avons les lunettes. Donc ce sont des lunettes qui peuvent être utilisées parce qu'en caoutchouc, on peut toujours désinfecter. Parce que tout ça, ça permet d'éviter le contact en matière de transmission, le contact avec les muqueuses, que ce soit les muqueuses conjonctivales, au niveau de la bouche, au niveau des narines, ça augmente le risque. Donc c'est pourquoi il faut tout faire pour éviter le contact avec ces différentes muqueuses-là. Parce qu'au niveau du muqueuse, on peut avoir des lésions sans s'en rendre compte. Donc c'est pourquoi il est important de se protéger les yeux, parce qu'il y a un risque de projection du liquide, donc il faut se protéger les yeux. Également le masque. Le masque donc, qui va permettre de protéger la bouche et les narines. Donc tout ça, ça fait partie de l'équipement.
Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a dans l'équipement? C'est les gants. Effectivement, il faut toujours des gants. Et ici, dans le cadre d'Ebola, la personne doit avoir 2 paires de gants. Maintenant, le véritable problème avec Ebola, c'est après avoir mis la tenue, après avoir vu le malade maintenant qui est atteint d'Ebola, maintenant c'est le déshabillage. C'est là où il y a le risque de contamination. Parce qu'en se déshabillant, on risque de se contaminer. Donc c'est pourquoi on essaie de tout faire pour éviter ça. D'ailleurs, c'est pourquoi on a mis les 2 gants et tout. Et maintenant, vous verrez que c'est expliqué au niveau d'une affiche comment il faut se déshabiller. C'est bien expliqué comment il faut se déshabiller. Tout semble donc en place pour affronter l'ennemi s'il arrivait qu'il se présente. Le seul moyen d'éviter sa survenue reste la prévention. Et c'est l'affaire de tout un chacun. On peut également avoir, dans ces zones d'épidémie, des liens de parenté. On demandera aux populations de surseoir au voyage dans ces zones d'endémie ou d'épidémie actuellement, en attendant que l'épidémie se tasse, de continuer à suivre les conseils pratiques, notamment c'est l'hygiène des mains, c'est se laver donc régulièrement au savon. Le respect de ces mesures d'hygiène concerne toutes les communautés, mais aussi les personnels soignants. Cela doit être d'ailleurs des habitudes de tous les jours et être renforcé en cette période de grande menace. Vous avez aperçu tout à l'heure le numéro. Il est vivement donc conseillé en cas de signe d'alerter le SAMU national au 800 00 50 50, seul habilité à acheminer le malade à la structure la plus proche. En Sierra Leone, les villes touchées, nous parlons toujours de Ebola, les villes touchées donc sont mises en quarantaine. C'est le cas de Kenema où l'hôpital refuse du monde et les moyens humains font défaut. Face aux difficultés, les médecins appellent à l'aide internationale. À l'entrée de Kenema, tous les véhicules marquent l'arrêt. Les passagers ont interdiction d'aller plus loin. Ils doivent d'abord se soumettre à des examens médicaux. Désinfection des mains, prise de température. Le personnel de santé piste toute trace du virus Ebola. La 3e ville de la Sierra Leone, l'un des foyers de l'épidémie, est en quarantaine. Les cas suspects sont transférés vers cet hôpital surchargé. Un 2e est en cours de construction, mais les moyens humains manquent cruellement. Je suis la seule personne compétente ici. Je suis le gestionnaire, mais je ne peux pas être ici et au labo en même temps. À Kailaoun, les malades ont trouvé refuge dans ce centre de Médecins sans frontières. Tenus à distance par un cordon, ils trouvent ici des soins palliatifs pour soulager leur souffrance face à une maladie qui tue dans près de 60% des cas. Sur le site stérilisé, les règles sanitaires sont strictes. Port d'une combinaison obligatoire pour les médecins, des médecins bien souvent impuissants face au drame humain qui se joue sous leurs yeux. Je pense que ce qui est dur, c'est ces patients qui sont en train de mourir, chez qui on ne peut vraiment plus rien faire à part essayer de leur adoucir la mort, de leur donner quelque chose contre la douleur et de faire en sorte qu'ils partent dignement. Et puis il y a ceux qui s'en sont sortis, considérés comme des miraculés, leur certificat de guérison entre les mains. Ils incarnent l'espoir pour ceux qui sont malades et deviennent des ambassadeurs de la prévention. Mustapha Feika est lui aussi un survivant. Il vient de quitter le centre d'isolement. Je vomissais, j'avais la diarrhée, je n'avais même plus la force de marcher, je ne pouvais pas manger. Ce bébé a eu moins de chance. Victime d'Ebola, son cadavre est transporté par une équipe spéciale qui se chargera de l'enterrement pour éviter que ses proches ne soient contaminés. Son corps est resté des heures dans la cour familiale, dans l'attente d'une ambulance. On manque de véhicules, tout simplement. On est obligé d'utiliser des ambulances pour transporter les corps sur les lieux d'enterrement, alors qu'elles sont nécessaires pour aller chercher les malades. Face à cette crise sanitaire, chaque jour compte. En Sierra Leone, plus de 700 personnes ont été touchées par le virus Ebola. Près de la moitié a déjà succombé à la maladie. Le reste de l'actualité en Afrique, des centaines de migrants sont arrivés ces derniers jours au large des côtes espagnoles. 940 personnes ont été prises en charge par la Croix-Rouge. C'est l'une des nouvelles de notre round-up de l'actualité en Afrique. On survole que nous commençons par la Centrafrique avec l'appel à la paix de la présidente Catherine Samba-Panza à l'occasion de la fête nationale de ce pays. L'appel pour la paix de Catherine Samba-Panza en Centrafrique. À l'occasion de la fête nationale, la présidente a dénoncé les fauteurs de troubles responsables de l'insécurité. Quelle indépendance et quelle souveraineté dans un pays dont l'image s'est ternie,
à cause de notre génie légendaire de destruction massive et systématique. Enfin, quelle indépendance et quelle souveraineté dans un pays pratiquement sous tutelle et tenu à bout de bras par la communauté internationale. C'était il y a presque un an, jour pour jour, la violente répression contre les partisans de l'ex-président égyptien Mohamed Morsi. Officiellement, plus de 700 manifestants sont tués en une journée au Caire. Human Rights Watch évoque au moins 817 morts dans son dernier rapport et dénonce des tueries de masse planifiées par le pouvoir. Le massacre de Rabat a été l'un des pires massacres commis récemment lors d'une manifestation. Il est comparable au massacre de la place Tiananmen en Chine en 1989. Il s'agit d'un crime contre l'humanité selon Human Rights Watch qui demande que leurs auteurs soient traduits en justice. Principalement visés, des hauts responsables politiques dont l'actuel président Al-Sisi, l'ex-maréchal, était au moment des faits ministre de la Défense. Des centaines de migrants secourus au large des côtes espagnoles. Originaires d'Afrique subsaharienne, ils sont arrivés épuisés mais soulagés à Tarifa, dans le détroit de Gibraltar. 920 personnes au total, dont des femmes et des enfants. Pris en charge par la Croix-Rouge, ils sont pour le moment hébergés dans un centre sportif. En 4 jours, 1300 migrants ont été secourus au large de l'Espagne. Pour un coup d'essai, la Fédération sénégalaise de tir et de chasse vient de réussir un véritable coup de maître en obtenant 17 candidats admis comme arbitre international B de la Fédération internationale de tir. Ils ont reçu leur diplôme ce vendredi après une formation intense de 3 jours en présence du ministre des Sports, Matar Ba. Reportage Sansei Yatmolo. Ce ne fut pas évident tout au début avant l'arrivée de l'expert international, l'Égyptien Hosni Hazem, par ailleurs président de la Confédération africaine de tir. Seulement, il aura fallu la détermination des fédéraux pour relever le défi de l'organisation avec une vingtaine de candidats sous l'impulsion du président de la Fédération, Mamadou Ba. La Fédération sénégalaise de tir doit vous inciter à un dépassement et mettre en pratique vos nouvelles connaissances chaque fois que de besoin. Votre mission est dorénavant autorisée par l'ISSF, par la supervision des compétitions et assurer d'être juste, équitable envers tous les compétiteurs. Ce rêve devenu réalité, les Sénégalais maintenant arbitres internationaux auront la lourde mission d'apporter leur touche à la promotion du tir au Sénégal et dans le monde. So from now on, I will support. Et aussi, il fait une requête à monsieur le ministre de vraiment soutenir autant qu'il peut la Fédération sénégalaise de tir. L'occasion a été saisie par le ministre des Sports, M. Matar Ba, de dire toute sa fierté et sa satisfaction à la Fédération sénégalaise de tir et chasse. Je suis disposé à vous accompagner dans la réalisation d'un stand de tir aux normes internationales afin de donner à notre pays la possibilité d'accueillir des compétitions internationales. J'attends les plans pour vous mettre en relation avec mes services compétents. Cette cérémonie solennelle de remise de diplôme, qui s'est déroulée dans une ambiance très conviviale en présence des autorités sportives, administratives et militaires, a été clôturée par un sympathique cocktail dînatoire. Voilà, on arrive au terme de ce journal. Notez qu'après l'émission Le Point, vous allez retrouver votre débat pluriel autour de Mama Moussa Niang, l'APR, le PDS, l'UCS et le Parti Socialiste. Merci, on se retrouve demain à 20h.